Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, le Bénur de 1925, réalisé par Fred Niblo avec Ramon Novarro et Francis X. Bushman. C'est un film qui a coûté 3 967 000 $. Il en a rapporté 10 738 000. C'est un budget colossal pour l'époque, c'était monumental. Personne n'avait vu une chose pareille, il dure 2h20 et qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Eh bien c'est encore cette histoire de Bénur, de ce prince de Judée qui, suite à un accident, eh bien se retrouve aux galères et après va remonter la pente avec une histoire de vengeance. Et ce film, il y a eu une envie en fait de voir ce film parce que je vous parle souvent de la version de 1959 et je n'avais jamais vu la version de 1925. Je pense même que je n'étais même pas au courant qu'il y avait une version en 1925. Donc c'était l'occasion d'y remédier, de découvrir ce film. Et il faut avoir vu, je pense, ma vidéo de la version de 1907 avant de voir celle-ci parce que ce sera le cas pour les suivants. Il y a un véritable héritage d'une version à une autre. Je vous ai beaucoup parlé en rapport avec la version de 1959, pas celle de 1925 parce que tout mon rapport de Bénur s'est construit avec la version de 1959. Donc je vais sûrement faire des différences, des comparaisons avec la version de 25. Alors je devrais faire plutôt dans l'autre sens. C'est la version de 25 qui a donné un là en quelque sorte pour la version de 1959. Donc je vais faire une comparaison avec la version antérieure quand je serai sur la version de 59, alors que je devrais plutôt faire dans l'autre sens. C'est d'abord l'inverse qu'on fait. Donc regardez là aussi un peu la différence que je vais faire et l'apport que cette version-ci de 25 va apporter à celle de 59. Je vais aussi, et c'est finalement ça le plus savoureux, je dois bien vous avouer, revenir longuement sur la production de ce film par le biais d'un livre, La parade est passée de Kevin Brownlow, qui est un livre qui est paru en 1968, qui a été traduit en français en 2011. Dieu merci. C'est un livre qui est un recueil de témoignages sur quelques lumières sur les productions du cinéma muet, Keaton, Gans, Swanson. En 2010, Brownlow reçut un Oscar d'honneur pour récompenser une existence dévouée à l'histoire du cinéma américain. Et ce livre-là, mesdames et messieurs, c'est un livre d'une richesse incroyable, c'est tout à fait digeste aussi, il faut le dire, et dans ce livre on a un chapitre entier sur le Bénur de 1925, avec beaucoup du coup de citations qui seront dans cette critique, avec le numéro de la page à chaque fois. Donc quand je ferai des citations, ce sera par rapport au livre La parade est passée de Kevin Brownlow. C'est un grand plaisir que je vais avoir à vous faire découvrir cette épopée de 1925. Je vais essayer de vous transmettre un peu avec passion mes propos sur ce film. Une des plus grandes aventures de production de l'histoire du cinéma américain vont vous être un peu narrées par mon biais dans cette vidéo-là. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter que moi d'avoir fait ces recherches et d'avoir proposé une suite de notes et de commentaires. Le film s'inscrit clairement parmi les plus grands, avec Intolérance, 1916, Gluide, je crois que c'est Les Rapaces en français, 1924, Le voleur de Bagdad, 1924, La Générale, 1927 aussi il me semble. C'est un classique de l'histoire. C'est aussi une histoire classique, vous la connaissez tous, c'est l'histoire de Bénur, mais aussi celle du Christ. N'oublions pas, Bénur, c'est un titre comme ça que nous balançons lors des dîners mondains, mais le titre original, il faut bien le préciser, Bénur, A Tale of the Christ. Après, si on n'est pas d'accord avec certains principes du livre même, les Juifs au temps du Christ, comme seule personne morale vivant dans un immense univers, il n'en demeure pas moins un récit fort sur la violence qui est appuyée, la collision finalement entre un grand spectacle et un mélodrame historique avec de très beaux moments. Et ces moments-là
toute cette richesse de récits et le contexte historique qu'il y a autour, eh bien, les films vont les travailler. Notamment, je dirais même plus la version de 1959 que la version de 1925. Je commence déjà des comparaisons, mais je pense que c'est important de voir un petit peu la perspective que la version de 25 a ou n'a pas par rapport à la version de 59. Ce sont finalement les deux qui sont les plus monumentaux. La version de 1907, nous l'avons vu, est intéressante pour la dimension des droits d'auteur, et la version de 2016 est, à mon sens, intéressante pour voir la dégénérescence actuelle d'Hollywood. Ce qu'on peut voir avec la version de 25, c'est que le début est beaucoup plus court. La version de 59 est amplifiée par sa durée, elle est beaucoup plus longue, donc il y a plus de développement de personnages. Alors que la version de 25, elle compresse un petit peu tout, ce qui donne une nouvelle perspective au récit, et ça commence dès le premier plan. Ça donne le ton, c'est très spectaculaire. Ma vision est aussi quelque peu déformée, puisque je vois ce film par le prisme de la version de 59. Mais il est intéressant dans cette version de voir en fait des symboles, des petites différences. La colombe et la symbolique chrétienne est plus forcée que dans la version de 59. Et Messala est gêné d'être avec Judas. Ces hommes se foutent de sa gueule. Et c'est là que c'est intéressant, parce que dans la version de 59, il n'y a aucune gêne de la part de Messala d'être gêné d'être avec Judas, parce qu'il a de l'autorité. Et que ces scènes où il rencontre et où il est avec Ben-Hur, eh bien ce sont des scènes isolées, comme au théâtre, pourrait-on dire. Alors que là, il y a quelque chose qui se fait plus de l'ordre de la communauté. Et c'est aussi intéressant de constater, dans cette version-ci, que ce n'est pas la sœur qui fait tomber la tuile sur le gouverneur, ou je sais plus ce que c'est dans la version de 25. Ça fait un moment que je l'ai plus vu, la version de 25, parce qu'il s'est passé un certain moment entre le visionnage du film, l'élaboration du texte et des notes, et l'enregistrement actuel. Donc voilà, j'ai pas forcément tout en tête, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que c'est Ben-Hur qui est responsable de l'accident, alors que dans la version de 59, ce n'est pas lui. Et ce qui en fait d'ailleurs dramatiquement quelque chose de plus fort, c'est qu'il doit protéger les êtres qui, par vraiment inadvertance, par maladresse, ont appuyé une tuile qui est tombée. Alors que là, si on devait resserrer, comme je vous le disais, une version plus courte, plus compressée, eh bien on compresse les enjeux en recentrant le problème sur le personnage principal, plutôt que le diluer sur des personnages secondaires comme on fait dans la version de 59. Ce que j'admire aussi, là on est plus sur de la réalisation, c'est que pour un film aussi âgé, il y a un sens de la narration et du découpage, de la spatialisation. Et ça me sidère en fait, de voir autant de maturité. Alors bien sûr, on se comprend, là on parle d'un film de films qui appartiennent au haut du pavé, mais de voir une telle maturité déjà à cette heure-là du cinéma, c'est admirable. Je vous avais déjà parlé de la maturité de la narration des 10 commandements de 1923 de Cecil B. 2000, où on a une première partie qui est l'épisode biblique, et la deuxième partie qui est une application contemporaine des 10 commandements. Et tout d'un coup, le film est en deux parties, le film est divisé. Les 2 heures sont très très bien gérées, elles prennent un peu plus de temps, je devrais dire, sur le début, mais ça s'accélère très vite par rapport à la version de 59. Par exemple, il y a 2 scènes dans la version de 59 qui ici n'en forment qu'une. Voilà, c'est une façon pour le récit de compresser les interactions personnages. Bien sûr, il y en a moins, du coup, de personnages qui sont développés dans cette version-ci. Et dans la version de 1925, il y a des pirates. Ça, c'est complètement fou. Les pirates sont plus nombreux que les Romains. Est-ce que ça existe ? Eh bien, vous le verrez dans la version de 25. Voilà. En plus, je crois bien me souvenir que c'est à la deuxième moitié des années 20 qu'on a eu The Black Pirate. Donc on est aussi sur cette optique de bataille navale, d'aventure. Clairement, même si je pense que The Black Pirate n'était pas le tout premier film de bataille navale avec des pirates. Ici, les pauvres personnages se font submerger par des pirates, alors qu'on parle quand même d'une galère romaine, donc une galère qui est prévue pour le combat.
Nous avons aussi, très étonnamment, des séquences de torture. C'est assez violent pour l'époque, hein. On était avant le code de censure, le code ACE. Vous voyez, donc il y avait aussi une liberté de montrer des seins, de montrer de la violence sur le corps également. On a quand même une certaine liberté dans les images. Je vous parlais déjà de ça dans la version de 23 des 10 commandements. Il y avait une liberté dans les images. Et bien ici, on retrouve en fait cette liberté, encore une fois, dans certaines évocations. On a des têtes coupées, hein, on a des pendus, on a des brûlures, on a aussi de la nudité, de la poitrine. Hein, donc tout ça avant le code ACE, c'est un témoin, encore une fois. C'est peut-être aussi pour ça que c'est un classique. C'est qu'il est aussi un témoin de son époque, d'avant-censure. Et c'est aussi en cela qu'il est intéressant de voir une vision qui n'a pas encore été purifiée par les ligues de vertu à cette époque-ci, en 1925. Des trucs étranges, des trucs assez bizarres. On a un mec cul nu sur le côté avec le batteur qui n'a pas l'air commode, donc le batteur dans les galères. Hein. En fait, ça choque tellement, en fait, de voir des fois de la gratuité un petit peu violente à l'écran. La narration se relâche un peu dans le dernier tiers. La fin est bien sûr grandiloquente, avec un peuple qui prie pour la crucifixion. Ben-Hur et sa famille sont enfin réunis, mais la compression, comme je vous le disais, du temps pour laisser plus de durée sur des grandes séquences, comme ce que disait Kubrick, les unités insubmersibles, c'est-à-dire que le récit de Ben-Hur est formé autour de grands événements, de grandes scènes, de scènes qu'on ne peut pas couper. Par exemple l'accident, les galères, la course de chars, le Christ, la crucifixion du Christ. Voilà, ce sont des grandes scènes qu'il faut vous mettre absolument. Donc là, on laisse la durée nécessaire pour la scène. Et après, on a des raccords. On a des scènes de transition. On a même des arcs de transition. Tout ce qui se passe entre les galères et la course de chars, eh bien, c'est au gré de l'imagination des réalisateurs, des scénaristes. Ici, nous avons aussi un peu cette impression d'avoir des grandes scènes et des petits liants entre celles-ci. Nous avons des personnages, je ne suis pas très, au fait de ce qui se passe vis-à-vis des âges de représentation de personnages mythiques, mais Joseph et Marie, on a quand même une sacrée différence entre Joseph qui, on dirait, a 70 ans, et Marie qui en a 23. C'est un petit peu fou la différence d'âge montrée dans le film, mais on va dire que ça doit représenter sûrement des figures et une image populaire, pourrait-on dire, de ce couple. Et donc on applique l'image commune au film. On a les autres personnages qui sont plus communs, par exemple Judas Ben-Hur, joué par Ramon Novarro, et pas Navarro, comme je l'avais écrit au départ, Novarro, qui est extrêmement bon, surtout dans la deuxième partie, à 26 ans, quelle maturité dans l'expression du jeu corporel, parce que nous sommes encore dans une période du muet, et Novarro, je devrais dire, est un petit peu dépassé au départ, mais il va obtenir de l'éclat. Je trouve que il n'a pas de belles scènes à jouer, mais le peu qu'on lui donne, eh bien, il le fait à 100%. Il est extrêmement excessif. Et je pense que ce charisme, cette belle scène à jouer, lui est refusé parce que il ne nous est pas présenté, je trouve, par rapport aux standards de l'époque, je pense, comme un homme viril, un vrai homme viril, ce qu'est Charlton Heston dans la version de 59. Donc on a un déplacement. On nous présente Judas Ben-Hur comme un homme qui n'est pas vraiment viril, qui est plutôt beau, mais qui n'est pas viril, par rapport à Messala qui est plus âgé, et très vite, trop vite, Messala est mal perçu par Judas. Et les choses un peu trop complexes sont difficiles à faire dans le muet, et c'est ce travail de relation qui en pâtit un petit peu malheureusement, mais l'opposition est intéressante, qui est d'ailleurs à mon sens un petit peu inversée dans la version de 59 où Messala a l'air plus jeune, plus enfantin dans le visage, on parle juste de visage par rapport à Charlton Heston qui a un visage d'un homme vraiment viril pour le coup, assez viril, assez sec, le visage est assez
il n'est pas musclé, mais plutôt athlétique, et je trouve, à titre personnel, qu'il est très viril, Charlton Heston, dans la version de 59. Francis X. Bushman, qui fait Messala, il est un petit peu trop énervé, il n'est pas très touché par les émotions, on va dire les émotions fortes, si ce n'est l'énervement, la haine, la méchanceté. Il est peut-être, pourrait-on dire, Bushman un petit peu trop mélodramatique, voilà, rugissant pour l'accepter facilement, c'est-à-dire accepter son jeu. Et il est aussi beaucoup moins fraternel que dans la version de 59. Il est, en fait, je trouve, trop vite catégorisé ici. Avec en plus, vous le verrez quand vous verrez le film, ou si vous l'avez vu bien sûr, le maquillage qui est influencé du théâtre, particulièrement sur Bushman. Alors là, c'est même un peu trop frappant en fait. Le maquillage lui donne un aspect encore plus excessif dans ses réactions un peu trop énervées. Donc on le catégorise beaucoup plus. C'est là où, même si j'ai l'impression que Ramon n'a pas de belles scènes à jouer, il a une palette d'expression plus nuancée. On lui donne une palette d'expression plus nuancée que X. Bushman. Dans La Parade est passée, page 671, il y a Brownlow qui nous dit « Juger le film et les interprétations avec des critères modernes est difficile, car les acteurs jouent dans un style flamboyant d'époque. Cependant, ce jeu accentué se justifie dramatiquement et chorégraphiquement, tout en nous empêchant de nous sentir concernés par les personnages. » Je crois que certaines têtes, clairement, dans le muet, feraient de magnifiques émoticônes d'internet, ça je peux vous l'assurer. Et c'est horrible parce que je dis ça parce que dans la scène des galères, c'est dramatique. Mais c'est celle qui m'a fait le plus marrer en fait. Parce que à chaque fois qu'on passe sur l'acteur de Ben-Hur, il fait de ses têtes. Et c'est magique. Il y a du coup une confrontation en fait de regards. Entre un regard qui est beaucoup trop moderne, beaucoup trop contemporain, le mien, et c'est là ce que dit Brownlow qui est clairement juste, une interprétation qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui et qui justement, quand on l'a fait, est reprochée par le public et par la critique. Voilà, il y a des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui et ça dénote en fait avec le jeu général qu'ont les acteurs ou les actrices de notre époque. Ici, c'était aussi un petit peu la même chose, il faut se conditionner à voir un jeu d'époque. Et en cela, les jeux d'acteurs nous sembleraient tout à fait normaux, mais c'est aussi une affaire d'éducation, d'avoir vu des films de l'époque pour se rendre compte de la différence ou non avec ce que nous voyons dans le Ben-Hur de 1925. Il y a donc une confrontation physique et une confrontation émotionnelle entre les deux personnages. Dans la version de 1925, les Romains martyrisent beaucoup plus le Ben-Hur, encore plus. Le Christ vient lui faire boire de l'eau, mais c'est même un peu plus cartoonesque que dans la version de 1959. On a le bras qui sort du bas du corps du Christ, on a l'impression, alors qu'il s'agit seulement d'une amorce du charpentier qui vient assister à la scène, et on a le bras comme ça qui vient presque racler le sol pour donner l'eau, c'est un peu ridicule. Et c'est cette scène qui est intéressante, le Christ ne se confronte pas aux Romains. Littéralement, le Christ a créé une bulle spatio-temporelle, et oui, une bulle spatio-temporelle dans le récit pour avoir un rapport avec Judas Ben-Hur, qui est aux abois en agonie devant le puits qui lui est refusé. Ils ont rajouté aussi toute une histoire de femme fatale, une séductrice qui séduit Messala et qui tente de séduire Judas Ben-Hur. Voilà, clairement on est sur des séries de vamps, c'était sûrement en vogue à l'époque. Moi je me souviens encore une fois de la version de 1923 des 10 commandements, on a aussi une vamp. Les pires moments sont les scènes avec la vamp qui sont dépassées, je trouve, et ridicules. Déjà ridicules en 1925, c'est peut-être la tendance. On a la vamp aussi dans l'aurore de 1927. À mon sens, on doit être dans l'époque, mais ça fait tellement forcé en fait, parce que c'était en vogue qu'on va la mettre à toutes les sauces dans tous les films. Alors que justement, je vous cite 2 exemples de vamp, l'Aurore, Murnau 1927 et les 10 commandements, Cécile B de 1923, on est dans 2 cas contemporains. Parce que les 2 vampes apparaissent
à ce moment-là dans une période contemporaine dans ces deux films-là. Et bien sûr, là, on veut la foutre aussi dans la version de 25 à cette époque-là. Voilà, moi je trouve que c'est un petit peu forcé. Là où je trouve il y a d'autres choses qui sont plus à sauver dans le film et qui sont tout aussi touchants d'ailleurs que dans la version de 59, c'est le personnage de Quintus Arius, qui est joué ici par Frank Currier. Il y a les scènes où il secourt Quintus, et aussi celles où il fait de lui son fils adoptif. Et ce sont des scènes qui sont très très belles. Et ça fait encore partie du voyage émotionnel et physique aussi de notre personnage principal, et c'est le moment où il peut souffler, le moment où il est enfin récompensé de sa souffrance. Ces moments avec Quintus Arius, j'ai beaucoup aimé ce moment, hein, clairement, aussi bien dans la version de 59 que dans la version de 1925. On a clairement des moments où le film se rattrape, se met en état de grâce à mes yeux. Pour terminer, vers la fin du film, on a dans ce film Ben-Hur qui est comme un guerrier à la fin. Il rassemble une légion pour résister. C'est très étrange parce que on a un Ben-Hur guerrier qui veut continuer sa vengeance et qui est redirigé par la voix de Jésus. On est vraiment sur autre chose que la version de 59. Je pense que c'est aussi pour ça que le film m'a un petit peu surpris. On a le choix d'amener directement aussi les lépreuses devant Jésus. Qui est théâtral et spectaculaire. Jésus qui fait la tournée des miracles, hein. Il enlève la haine de l'esprit de Ben-Hur, il redonne vie à un bébé, il soigne la lèpre. Moi monsieur, je veux intervenir dans le Jésus-Christ Market. Voilà, c'est un petit peu too much, mais on est encore une fois sur des films très très croyants à cette époque. On n'a pas encore une distance cinématographique avec la croyance, le divin. On a eu beaucoup de films aussi, encore une fois, sur cette idée de croyance. On a eu les croisades, ou les croisés, je sais plus, la traduction The Crusades de Cecil B. 2000, fin années 20, début années 30, je crois, il me semble que c'était ça. Celui-là aussi, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé, mais on est encore une fois sur une sorte de progressisme chrétien et une exagération du pouvoir du divin ici dans ce film-là, alors que dans la version de 59, c'est plus dilué. On sent qu'Hollywood a appris de tous ces films-là et arrive à montrer la puissance sans même en évoquer les pouvoirs. Et je crois que c'est une grande force que la version de 59 a vis-à-vis de la version de 25. Dans la version de 25, en un plan très simple, on fait varier la lumière pour qu'il soit éclairé, que le maquillage paraisse différent avec une musique orchestrale. On rend ça tout de suite très très puissant en fait, une espèce d'exagération du Christ, de la bénédiction du Christ. Il faut s'en accommoder et y voir plutôt vraiment, comme je vous le disais avant, un témoignage de l'époque. Ce témoignage de l'époque, eh bien, il est aussi vis-à-vis, et c'est là que ça va être amusant, de sa production, de comment on fait un film aussi épique, aussi spectaculaire, aussi émouvant aussi, hein, parce qu'à ce niveau-là, c'est une aventure humaine, à cette époque. Comment on fait un film pareil, comment on fait Ben-Hur en 1925. Eh bien, nous allons maintenant entrer dans la production de ce film, une production qui a été chaotique. Alors là, si vous avez cru voir des grands récits de production comme Fitzcarraldo, Apocalypse Now, Waterworld, tout ça, eh bien, je peux vous dire que vis-à-vis de Ben-Hur, c'est rien du tout. Parce que alors là, Ben-Hur, ils ont tout eu. Mais ils ont tout eu, tout simplement tout eu. Voilà. La parade est passée de Kevin Brownlow nous a éclairé de beaucoup de ces aspects. Je vais faire énormément de citations à ce livre-là, à la version traduite en 2011 donc. Je vais vous narrer régulièrement les pages auxquelles c'est rattaché avec les citations, donc ne vous en inquiétez pas, vous pourrez bien sûr relire ces passages-là dans le livre de Kevin Brownlow. Alors à Paris, il y a un exemplaire dans une bibliothèque que je pense que personne ne prend
prends ce bouquin parce que c'est très spécifique. Je vais commencer avec une citation, page 631 du livre de Kevin Brownlow. Pour commencer, voilà, on met les choses dans l'ordre. Faire preuve de courage dans les conditions compliquées mais maîtrisées est déjà impressionnant. Mais dans des conditions chaotiques, cela devient héroïque. Les techniciens et les acteurs qui travaillèrent sur Ben-Hur, supportant des dangers sans fin et soutenant des figurants déconcertés et troublés, montrèrent un courage sans précédent dans l'histoire du cinéma. Nous allons donc narrer l'épopée de production de Ben-Hur de 1925, une des premières grandes épopées chaotiques de production de l'histoire de cet art. Fort de son succès au théâtre, je vous renvoie à ma critique de la version de 1907, les grosses productions arrivèrent, rendant la pièce de théâtre un petit peu moins impressionnante. Des productions comme Quo Vadis en Italie en 1913 ou Birth of the Nation aux États-Unis en 1915. Suite au succès théâtral donc, porter le livre à l'écran, eh bien c'était une option inévitable. Des productions sont intéressées par le livre. Le fils de Wallace, Henry, est tout aussi récalcitrant vis-à-vis d'une adaptation au cinéma que l'était son père pour le théâtre. Les mêmes scrupules religieux étaient avancés comme excuse bien entendu. En 1919, il céda face à l'enthousiasme de Douglas Fairbanks, Zukor, Griffiths ou Marcus Lowe qui était le chef de la métro. Tout le monde voulait se l'approprier. Des impresarios, parmi eux Abraham Erlanger, qui s'était occupé des droits théâtraux de Ben-Hur, eh bien, il a monté toute une compagnie dont le seul objectif était de faire l'acquisition des droits du livre et de revendre ces droits à un prix exorbitant, avec des collaborateurs comme Florence Junior Ziegfeld et Charles Dillingham, qui étaient à l'époque des gens très influents. Eh bien, en 1921, il en fait l'achat pour $600 000 et une mise en vente à $1 million. C'était absolument colossal. Comme le dit Kevin Brownlow dans son livre, page 634, l'énormité de la somme sidéra l'industrie. La propriété des droits était maintenant hors de portée. Intolérance avait coûté 1 400 000 et payer 1 million avant même qu'un seul mètre de film ne soit tourné était une absurdité. En 1922, Frank Gottsall, financier de la Goldwyn, trouva une solution au problème. Il suggéra à Erlanger de confier sa propriété au studio Goldwyn, qui produira un film assurant une qualité équivalent à Birth of the Nation, Way Down East et Orphans of the Storm. Way Down East et Orphans of the Storm, je ne connais pas ces films, mais Birth of the Nation, c'est une énorme production colossale. Et le deal est accepté à condition que le fils ait le contrôle sur tout. Il y a eu bien sûr des querelles sur la représentation du Christ. Ou non, on ne sait pas. Voilà, il y avait cette idée de est-ce qu'on représente le Christ ou non. Il fallait donc brosser le fils Wallace dans le sens du poil. Le choix, notamment d'un acteur connu pour amener le film à être mieux produit, à chercher les finances plus facilement, à faire parler de lui, c'était bien sûr Rodolphe Valentino, qui était un peu le... c'est un peu rapide de dire ça, mais c'était une sorte de Brad Pitt DiCaprio de l'époque. C'était vraiment, pourrait-on dire déjà, une sorte de star. Bon, le terme de star à cette époque, c'est compliqué de l'employer comme ça, mais c'était une figure que les gens connaissaient. C'était une personnalité de l'industrie. Nous avons eu aussi la présence d'une scénariste, June Mathis, une femme très résolue et énergique qui amena des décisions fortes pour tourner le film en Italie. Dans son livre, Brownlow parle de la vision des Américains vers l'Italie, page 636, avec une objectivité de businessman, Gigi ignora le paysage et se concentra sur les installations. Après avoir observé et écouté, il conclut que l'Italie, d'un point de vue du cinéma, était une étendue sauvage et inexplorée. L'idée clairement de récupérer en fait cette contrée sauvage et inexplorée, comme il l'avait fait
pour Hollywood, puisqu'avant, n'oubliez pas que le cinéma américain était concentré sur la côte Est. Et pour fuir, entre autres, bien sûr, la loi de Trust de l'utilisation des machines de Edison, eh bien, ils se sont échappés de sa juridiction en allant vers l'Ouest. Et donc, ils ont découvert Hollywood et ces magnifiques contrées et surtout ce soleil qu'ils cherchaient tant pour faire du cinéma, et c'est là-bas qu'ils se sont installés et qu'on connaît maintenant l'industrie à Los Angeles. Mais avant, c'était une sorte aussi de contrée sauvage et inexplorée, et finalement, ils ont fait un peu la conquête de l'Ouest cinématographique, les Américains. Donc ici, ils trouvent de nouveaux territoires à explorer et des contrées sauvages à filmer. Pour le coup, on est sur une redécouverte d'un espace pour le cinéma. Petite anecdote, il y en a beaucoup dans le livre, mais il faisait des bouts d'essai à tout le monde pour savoir qui allait avoir le rôle de Ben-Hur. Et Ben Lyon a raconté son expérience. Il était maigre, il ne pouvait pas jouer Ben-Hur. Voilà. Bon, c'est parce que voilà, on peut avoir beaucoup de talent de jeu, mais si on n'a pas la carrure, on ne peut pas vraiment jouer Ben-Hur. Eh bien, ils ont insisté, ils ont commencé à maquiller des muscles et l'ont aspergé d'huile. Le problème, c'est qu'ils ont pris 15 minutes à l'éclairer, le maquillage a fondu et il n'a pas eu le rôle. Voilà, donc déjà à l'époque, on essayait de rehausser un petit peu artificiellement les personnages. Maintenant, on utilise le numérique. À l'époque, on essayait déjà de faire avec du bricolage, rehausser un petit peu le niveau pour les acteurs. Francis X. Bushman n'était pas très emballé. Il joue le rôle du méchant de Messala. Alors il est allé voir l'acteur qui l'a joué au théâtre, Bill Hart. Brandlow en parle dans le livre, page 638. Il y a Bushman qui lui dit « Bill, est-ce que tu crois que je dois jouer ce rôle de sale romain ?» Et Bill Hart lui répond « C'est le meilleur rôle de ce fichu film !» Pour Rodolphe Valentino, eh bien, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il avait conscience que passé ce grand rôle, eh bien, il ne pourrait que redescendre dans sa carrière. Il refuse donc le rôle. Les voilà dans la panade. Rex Ingram, Stroheim, Michael Curtiz, des gens sont approchés pour faire le film. Et c'est finalement Charles Barbin qui sera le réalisateur. Alors que je vous avais dit au départ que c'était Fred Niblo, mais que s'est-il passé? Vous le saurez très bientôt. Beaucoup considérés par John Matisse, mais pas des masses par les studios. Donc déjà, on commence à avoir des tensions entre des gens qui sont là depuis le départ et les studios qui sont un petit peu effacés. Et George Walsh, donc le frère du réalisateur Raoul Walsh, a été sélectionné pour jouer Ben-Hur. George Walsh était tellement ravi de jouer Ben-Hur qu'il avait accepté une baisse de son salaire. Pas de cachet, pas de traitement de star, voyage en 2e classe. Arrivé à Rome, il était pratiquement ignoré. Quand Bushman arrive en Italie, rien n'était prêt. Il fit alors du tourisme en Italie avec sa sœur. Le film avançait tellement lentement qu'il a eu le temps de visiter 25 pays avant d'être convoqué pour le tournage. Une actrice, Carmel Myers, a eu le temps de faire un film en Allemagne. Le Circus Maxime, la base était construite. La maquette en relief positionnée pour donner l'impression devant la caméra d'un bâtiment entier. Mais la main-d'œuvre italienne pas chère n'était pas efficace non plus. Page 640, Brandlow explique. Le pays était dans une période troublée. Depuis que Mussolini avait pris le pouvoir, les ouvriers socialistes avaient fait de leur mieux pour bloquer le système économique en organisant des grèves et en ralentissant les opérations. Et quand Mussolini a pris la différence de salaire entre les charpentiers italiens et les employés d'Hollywood, il harcela le studio. Des petits retards avaient eu finalement raison de l'enthousiasme de l'équipe. Alors celle-ci attendait à la plage, parce qu'ils ne pouvaient pas tourner. Même les bateaux, il fallait faire des retouches pour la sécurité, mais les autorités refusèrent de nouveau. Pour Brandlow, elles refusèrent que la bataille navale soit tournée si les bateaux n'étaient pas ancrés. C'était une contrainte pour créer une bataille de grande envergure pour des bateaux statiques. Et puis sans parler des bateaux de pêche qui rentraient dans le champ. Il fallait ventouser sur l'eau. Et quand je vous dis ventouseurs, ce sont des gens qui indiquent aux passants, aux gens qui ne sont pas dans le tournage, qu'il ne faut pas passer à cet endroit. Des gens qui bloquent des rues, notamment. Ça se fait pour des tournages de courts-métrages ou des longs-métrages. Il y a des rues qui ont des autorisations de tournage, et les passants, eh bien, ils sont bloqués par des ventouseurs. Des gens qui sont là uniquement pour bloquer et gérer un trafic
de citoyens de la ville pendant un tournage. Eh bien, sur l'eau, il devait faire la même chose. Mais avec tous ces problèmes en Italie, il y en a eu un nouveau. Le vent tourna aussi à Hollywood. La Goldwyn était en train de fusionner avec la Metro et celle de Louis B. Mayer, pour bien sûr donner la Metro Goldwyn Mayer. Les nouveaux dirigeants ont visionné les rushs venus d'Italie. Épouvantable! Plus aucune efficacité, du mauvais goût selon eux. Des changements importants s'opérèrent alors. Tout ce qui a été tourné, poubelle! Walsh, qui n'avait encore rien fait, a été remplacé par Ramon Navarro. Et Barbine, le pauvre Barbine, eh bien, il fut remplacé par Fred Niblo. Mais il ne fallait pas ébruiter l'affaire, bien sûr. Il y a eu des magouilles pour cacher cela aux journalistes, trop curieux. Mais attendez, on est encore très très loin d'avoir terminé les emmerdes. Les gens sur le tournage ont découvert tout ça par la presse, et non par les annonces officielles. George Walsh n'avait eu aucune mention nulle part qu'il avait été remplacé. Ils ont fait pourrir littéralement l'acteur sur place. Brownlow en a le témoignage. George Walsh dit « La plus grande blessure que j'ai reçue fut qu'ils annoncèrent pas publiquement toutes les décisions. Malheureusement pour moi, le public pensa que j'avais failli dans mon rôle. C'est terrible. Mais ça continue dans les emmerdes. June Mathis, cette scénariste bien décidée, est relevée de ses fonctions. Elle resta à Rome avec son mari qui avait perdu son job. Elle en profita pour changer son fusil d'épaule. Page 645, Brownlow écrit « Dans une déclaration officielle, elle attribua l'entière responsabilité du désastre à Barbine, qu'elle avait encensé pour le poste au début de l'aventure. » Magnifique comment retourner sa veste, c'est formidable. Juillet et août 1924. Même problème avec la nouvelle équipe. Il fallait tout recommencer. En septembre, le grand patron Louis B. Mayer arriva en Italie avec toute sa famille. Le patron arrive, il faut faire quelque chose. Les constructions des galères n'étaient pas terminées quand ils sont arrivés pour tourner. 7 galères étaient prêtes à naviguer grâce à la fougue et au travail acharné des ouvriers italiens. 300 hommes, dit-on. Mais attendez, c'est un véritable scénario de film. On pourrait faire un film sur la construction de ce film, c'est épique. La scène se met en place. Voilà, on est prêt. Page 647, attention, c'est du lourd. Niblo découvrit une pile d'épées aiguisées, cachée sous une toile sur un pont du vaisseau amiral des pirates. En enquêtant d'une manière plus approfondie, il apprit que l'homme qui avait choisi les figurants avait séparé les équipages en fascistes et antifascistes. La bataille navale serait devenue un combat véritable si le cinéaste n'avait pas soulevé la bâche. Oh là là, c'est complètement épique. Voilà, ça c'est de l'aventure de tournage. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y aurait eu une véritable bataille. Voilà, moi je trouve que c'est absolument admirable. C'est de l'aventure dans l'aventure. Voilà. Les figurants étaient pauvres naturellement et la plupart, pour gagner un petit peu d'argent, ont dit qu'ils savaient nager, alors que c'était pas le cas. Et les 2 navires étaient pleins à craquer de figurants italiens. L'éperonage était si fort que les figurants paniquèrent, totalement implorant les saints de leur venir au secours. Mais ce n'est pas terminé. Brownlow continue son récit épique et il dit, page 648, « Pendant que l'on préparait les plans sur la trirème en flammes, le vent soudain avisa le feu plus vite que prévu et ce feu se propagea. Les figurants oublièrent leurs consignes de sécurité et se jetèrent du bateau. Des figurants avec des armures coulèrent plus vite que les autres. J'ai entendu leurs appels au secours, dit Francis X. Bushman. J'ai dit à Niblo, « Mon Dieu, Fred, ils sont en train de se noyer, je te le dis !» Et Fred qui lui répond en retour, qui lui cria en retour, « Je n'y peux rien, ces bateaux m'ont coûté 40 000 $ chacun !» Épique, épique. Les dires de A. Arnold Gillespie ou Gillespie, c'est un nom que j'ai déjà prononcé dans une de mes critiques, il me semble, qui était assistant réalisateur, dit, page encore une fois 648, Sidel, le costumier, découvrit 3 personnes manquantes et détruisit les preuves, leurs vêtements civils.
Bien sûr, pour cacher, c'est merveilleux, pour cacher les preuves de gens qui ont disparu en mer. Mais d'après le livre The Lion's Share, qui a été publié en 1957, qui contient un chapitre sur le tournage de Ben-Hur, 3 hommes habillés en romains se pointèrent 2 jours plus tard, plus loin sur la côte, demandant avec colère leurs vêtements. Le livre revient aussi sur le climat après la catastrophe, le doute et la rumeur. Mais le tournage de la séquence était toujours incomplète, et donc on a construit une piscine de 9 mètres de long. Mais voilà, page 643 bien sûr. Pendant le creusement de la piscine, l'équipage de construction perça d'anciennes catacombes. « Oh mon Dieu !» cria le directeur de production dans un état second. « Si Mussolini entend parler de ça, si les gens des musées l'apprennent, nous sommes fichus !» Tout a été imperméabilisé, mais l'équipe s'improvisa archéologue et déterra des trésors datant pour certains de 2000 ans. Pour la scène du radeau, le vieil acteur Frank Currier eut un froid absolument glacial. Avec quelques tapes dans le dos et un coup de cognac, ça allait mieux. Pendant ce tournage, on en demandait beaucoup aux acteurs. Dans la version de 59, ils étaient tous en studio, pour plus de sécurité, avec une toile de fond pour le ciel. Mais ici, le tournage était sous pression. Les figurants ne parlaient pas anglais. Il y avait aussi tout ce qui était les chevaux, l'achat des chevaux, de très beaux chevaux bulgares, mais à chaque fois que la Metro-Goldwyn fit une offre, eh bien, un acteur inconnu faisait une offre supérieure. Et après enquête, on s'est rendu compte que c'était un agent du pape qui voulait les chevaux. Il y a eu des émeutes politiques qui secouèrent régulièrement le tournage. Le cirque Maxime, toujours pas fini à cause de l'attitude des ouvriers. 7 semaines devenèrent 7 mois et les mecs étaient assis par terre. Page 645, il y a Bushman, finalement très déterminé dans cette production, Bushman. Hein. L'acteur était carrément venu leur parler. Hein. « Mais Signor Bushman, nous n'aurons plus de travail quand ce sera terminé. Pourquoi devrions-nous travailler dur pour nous retrouver sans travail ?» Mais bien sûr, Mussolini était derrière cette manigance. Et quand le cirque fut terminé, littéralement, la durée du jour avait raccourci et le soleil d'automne restait bas. Impossible d'avoir des conditions d'éclairage constant. En plus, il fallait attendre que le roi et la reine d'Italie fassent le tour de la construction pour qu'il soit validé. Il fallait maintenant attendre le printemps pour tourner la scène. Comme si ce n'était pas suffisant, il y a eu un incendie qui fut déclaré dans le magasin des accessoires qui sonna littéralement la retraite de l'équipe. Un autre cirque fut construit à Culver City en janvier 1925. Le décor du cirque fut abandonné à Rome, considéré comme une archéologie pour Niblo. Une campagne promotionnelle avec des superlatifs commença. Le film que tous les chrétiens devraient voir. Elle commence alors que le film n'était même pas terminé. On dirait nos productions d'aujourd'hui. Le studio a dépensé plus de 3 millions de dollars. On a un nouveau cirque. C'est là qu'ils ont fait une maquette. Mais alors là, c'est bon. Le travail sur terrain connu, avec des techniciens hollywoodiens, tout présageait le succès de l'entreprise cette fois-ci. Eh bien, vous êtes loin du compte. Page 660. La construction venait à peine de commencer sur un terrain inoccupé derrière les studios MGM, quand la ville de Los Angeles décida de creuser un énorme collecteur d'eau pluviale sur le même site. Les mecs arrivent le matin et voient une pelleteuse démolir leur décor. Donc un site alternatif, 800 hommes bossèrent jour et nuit, et enfin, après 8 mois, le tournage de cette séquence épique du cirque et de la course de chars pouvait commencer. À la journée d'ouverture, la course était vraiment un événement. Beaucoup de stars étaient venus pour assister à la course. Des gens comme Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Harold Lloyd. Niblo dirigeait tout depuis une plateforme surélevée et ses assistants depuis la terre ferme. Il y a aussi une différence de tournage et de traitement des bêtes. En Italie, si le cheval boitait, on le tuait. On ne faisait jamais intervenir un vétérinaire. Aux States, la SPCA, Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ont généré un contrôle plus régulier. On avait aussi des spécialistes qui étaient venus. B. Reeves Eason, qui était un réalisateur de western à petit budget, était venu
Et donc on déployait par des spécialistes, par des gens aguerris dans notamment le travail avec les chevaux, on déployait un grand savoir qui allait être vraiment salvateur pour le tournage de cette séquence. 4 mois de tournage pour avoir le travail dans le détail. 12 chars, 48 chevaux, 42 caméras dissimulées derrière des boucliers, dans des statues, enterrées dans des fosses, les chars passés au-dessus de la caméra. C'est d'ailleurs un des plans propres à la version de 25 qu'on ne retrouve pas dans les versions suivantes. Eason, ce réalisateur de western, expliquait sa méthodologie. Page 661. Vous pouvez avoir une petite armée de gens qui chargent à l'écran. Cela ne fera guère plus d'effet sur le public. Mais si vous montrez des détails de l'action, comme des coups de feu qui partent, des individus qui se battent, ou un coup de poing qui frappe quelqu'un dans l'œil, alors vous aurez la sensation de l'action, que si tous les figurants d'Hollywood étaient en train de courir. C'est pour cela que les catastrophes réelles ont l'air tellement plates dans les actualités. Vous avez besoin d'un travail sur les détails et les gros plans dans un film. C'est seulement ainsi qu'il s'anime. Bushman décrit aussi son expérience à la même page. Durant une prise, nous avons tourné le long de la courbe et une roue s'est cassée sur le char de l'autre concurrent. Le noyau a tapé le sol et le type a sauté en l'air à environ 9 mètres de haut. Je me suis retourné, je l'ai vu là-haut. C'était comme un film au ralenti. Il est tombé sur une pile de bois et il est mort de blessures internes. Navarro s'est fait rouler dessus par le char de Bushman, mais par miracle, il est sorti indemne. Il y a eu une véritable expertise pour le maniement des chars de la part des acteurs qui étaient vraiment dessus. Il fallait, selon Bushman, enrouler les rênes autour du poignet, coincer le pied contre le devant du char et pencher en arrière quand on faisait le grand tournant. Vous voyez, le Cirque Maxime, c'est 2 lignes droites et 2 tournants assez compliqués à faire. Eh bien, il fallait faire cette manipulation pour faire ce tournant. Et c'était le seul moyen de faire tourner les chevaux qui allaient à toute vitesse. Parce que même si on a l'impression des fois que les plans sont en accéléré, pour générer la fumée qu'il y a sur l'écran, il fallait que les chevaux y courent, y galopent littéralement. Il y avait bien sûr pas assez de figurants pour cette masse immense qui devait être représentée, donc il y a eu un appel urgent pour avoir des assistants supplémentaires, pour gérer un peu tout le monde. Et parmi ces assistants, parmi ceux qui ont offert leur service, un certain William Wyler, qui est bien sûr le réalisateur de la version de 1959. Comme quoi, tout se tient, c'est une magnifique histoire. Vraiment, le baigneur de 1925, c'est vraiment une magnifique histoire. Il y a eu une journée spéciale assez spectaculaire. Un fer à cheval se détacha et vola devant une caméra. Les foules étaient à fond, les assistants étaient dépassés. Eason a d'ailleurs failli mourir aussi. Les chevaux étaient paniqués et ont foncé et percutèrent la plateforme avec la caméra. Le réalisateur plongea entre les chevaux. Il y a eu un carambolage spectaculaire dans un virage. Heureusement, aucun blessé. Sur toute la course, qu'un seul cheval a dû être abattu. Cette grande journée d'ouverture a été si impressionnante que beaucoup pensaient que la séquence était terminée. Mais Eason avait encore du pain sur la planche, des détails et des gros plans, comme il disait. 60 000 mètres de film ont été générés pour cette séquence uniquement. Le montage, après, bien sûr, prenait énormément de temps. Page 493, on a Margaret Booth qui dit « Fred Niblo vous disait ce qu'il pensait et ce qu'il voulait, mais il ne s'en approchait pas. » Parlant de la table de montage, il donnait des directives, mais c'est finalement le monteur ou c'est l'expert qui a son mot à dire et qui fait parler les plans. Au final, la séquence durera 225 mètres sur la copie d'exploitation. Les 225 mètres les plus incroyables du cinéma. Sur la copie d'exploitation, les 225 mètres les plus incroyables du cinéma. Ce qui marque avec ce film, ce sont ses très beaux décors. Les acteurs ont eu de la chance d'avoir été dans des décors si formidables qu'aujourd'hui c'est rare d'avoir quelque chose de construit gigantesque sur le tournage. Ici en 1925, ils doivent tout faire. En 1959, on avait des miniatures, on avait des blue screens, on pouvait trafiquer, on pouvait bricoler. Donc un peu revenir finalement à ces débats de CGI contre le réel que nous avons aujourd'hui.
Ici, on a des décors, voilà, de très beaux décors sur la vallée des lépreux, par exemple, on dirait une autre planète, carrément. Ce sont des décors, bien sûr, qui sont similaires à des grosses productions de l'époque, Intolérance, Cabiria, donc de Pastrone de 1914, ou encore Le Palace du voleur de Bagdad 1924. Les producteurs de ce Ben-Hur ne veulent pas décevoir, très clairement. On a de larges foules également, on a une maturité saisissante pour le montage, quelques cadrages assez en avant pour l'époque à mon avis, mais qui passent très vite, de l'ambition en fait dans le cadrage, de l'ambition pour le montage, une maturité sur le découpage, la façon de spatialiser le décor aussi, de monter en crescendo dans l'adrénaline de l'action. Il y a une maturité qui est saisissante, vraiment. Par exemple, ce qui m'avait, moi, un petit peu effaré, épaté, ce sont les plans d'ensemble de la bataille navale. C'est très impressionnant. Une façon de montrer très frontale, bien sûr. C'est épique. Et c'est bien monté, avec une alternance entre les conflits, les esclaves, Ben-Hur, la bataille sur l'eau. Les figurants ne jouent pas la panique. Ils paniquent réellement et se sont jetés à l'eau à cause du vrai danger. C'est quelque chose qui est palpable et qui est remarquable à l'écran. La mise en scène, elle joue sur tout ce qu'il pouvait faire à l'époque. Les inserts, les fragmentations de l'espace, des lieux, des groupes, l'utilisation de la profondeur de champ pour les déplacements, notamment bien sûr pour la course de chars, des décors peints qui sont interposés dans le cadre. On a très peu de mouvements de caméra, mais bien sûr, ils sont actifs, très actifs lors de la course de chars. Quand ils sont présents, ils veulent dire quelque chose. Ils sont signifiants. Il y a bien sûr un certain nombre de plans qui marcheraient mieux avec du son, bien entendu. Il y a un effet spécial qui est très habile, je trouve, pour l'époque. Je vous mets les images en même temps. On a une immense bâtisse qui s'écroule sur des gens, mais on voit en fait que c'est une surimpression. Un système de cache pour faire coexister les deux. Et en même temps, on a ce bâtiment qui s'écroule comme pas possible. Et la toute petite foule au sol. Je trouve que c'est vraiment ingénieux et ça marche pour l'époque. On a aussi un travail de couleur, et oui déjà, en 1925, pour les séquences les plus impressionnantes. Les scènes du Christ sont colorées, avec un premier effet de Technicolor. Je vous en parlais bien sûr dans la critique de The Black Pirate, je vous invite à voir la critique de The Black Pirate. On a la scène de la nativité, en couleur aussi. C'est un art commercial, littéralement, un peu tape à l'œil, selon une critique de l'époque. Brownlow nous le dit dans son livre, page 668, « Aussi vulgaire qu'une enseigne au néon dans une église ». Niblo refusa de faire cette scène, elle fut réalisée par Christy Caban. Dans les deux versions, on a une volonté identique des réalisateurs, ne pas montrer le visage du Christ. J'entends bien sûr les deux versions, la version 25, la version 59. Il apparaît toujours hors champ, ou de dos. On voit parfois les mains, mais il n'est jamais montré face à la caméra, ce qui contribue à renforcer le caractère divin et mystérieux, une symbolique, que l'on retrouve aussi de façon plus manichéenne lors de la course de chars. Dans les deux films, les chevaux de Ben-Hur sont blancs et ceux de Messala sont noirs. La grande scène impressionnante, bien sûr, c'est la course de chars, aussi longue et je dirais même mieux que celle de 59. Elle est incroyable. Il y a une mise en valeur maximum du décor, de la surface. La partie supérieure du Cirque Maxime était une maquette qui se trouvait devant la caméra, où se trouvaient des petites poupées posées sur des chevilles en bois qui bougeaient de haut en bas pour donner l'impression de mouvement, pour donner l'impression d'un public. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Par exemple, vous avez eu sur quelques plans de très bons exemples avec la course de pod dans le Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Et en même temps, il y a une expertise de la caméra, déjà à l'époque. On a des plans, je ne sais pas du tout comment ils ont fait, comme si on était presque sur de la caméra en GoPro, qui était littéralement accrochée au char face au coureur. On aurait presque l'impression, déjà à l'époque, d'une snoricam, c'est-à-dire d'une caméra qui bouge avec l'acteur et dont le décor derrière varie au moindre mouvement. Ça donne un effet très moderne. Et derrière, je peux vous assurer que ça ne semble pas être de l'écran, c'est réellement les chars qui sont derrière. Si c'est de la transparence, avec les acteurs et derrière un écran, c'est super bien fait. C'est extrêmement bien fait.
Mais on voit toujours qu'il y a les chars en profondeur, avec bien sûr des variations entre les plans généraux et tout d'un coup ces plans rapprochés, puisqu'on voit que quand ils ont fait les plans rapprochés, eh bien c'est un autre moment. Et donc il y a des problèmes de raccord, des regards qui sont joue droite et après quand on passe au plan rapproché qui sont joue gauche, les chars dans le fond qui ne sont plus les mêmes. Voilà, on a plein de petites choses comme ça qui sont vraiment des détails très très compliqués à reproduire aujourd'hui avec le numérique, les combos vidéo. On peut vraiment s'affairer sur ces raccords. À l'époque, ils devaient tout faire de mémoire, c'était extrêmement difficile. Mais bien sûr, dans cette folle aventure, il y avait tellement de choses à prendre en compte que il privilégiait le mouvement, l'efficacité de la mise en scène que le détail de raccord entre les choses. C'est pour ça que, justement, celui qui a énormément de plans, Bushman, des fois a des problèmes de raccord, mais ça n'enlève en rien à sa performance pendant la course, avec ce maquillage de démon et ce casque avec les ailes d'Hermès derrière. Bien sûr, Hermès, c'est le dieu des voleurs, le dieu du voyage, il est souvent affilié à la vitesse. Donc ça le met, bien sûr, symboliquement en confiance pour gagner la course, mais c'est bien sûr un échec qui l'attend à la fin du voyage. Certaines critiques ont mis en valeur cette course de chars comme étant aussi influente et aussi bien faite que les escaliers d'Odessa dans le cuirassé Potemkin, qui date aussi de 1925. Elle a une modernité par le montage, par le mouvement, c'est vraiment très impressionnant. Ça m'a sidéré de voir une séquence aussi forte, et même je dirais plus forte que la version de 1959. Bien sûr, la version de 1959 a quelques atouts qui la rendent unique. C'est le son, c'est la couleur et c'est le cinémascope. Mais cette séquence de 1925, j'en reviens encore un peu dessus, c'est une séquence qui est presque mieux que certaines scènes qu'on fait aujourd'hui. Et que vous retrouvez toujours aujourd'hui sur différentes productions. On a eu la version de 1959 qui emprunte beaucoup au cadrage et à la grammaire de celle de 25, mais vous avez eu aussi en 99 Star Wars épisode 1, mais aussi en 1998 la courte séquence de chars du prince d'Égypte. Ce film est une référence qui a été bien sûr digérée par les gens qui sont dans le cinéma américain, ça paraît évident. Comme beaucoup de films muets, la musique de ce film varie. Elle varie en fonction des éditions. Vous pouvez mettre même n'importe quelle autre musique dessus, ça pourrait très très bien marcher. Je vous conseille, par contre, d'essayer de trouver une version avec la musique de Carl Davis, qui est vraiment une magnifique musique, une belle musique orchestrale, qui rend vraiment compte des images et qui, met à l'honneur ce film de Ben-Hur. Lors de la première du film, les critiques étaient encourageantes. Le film fut acclamé. La Motion Picture Magazine, page 666, disait que sous le spectacle, écrivait la critique Agnès Smith, il y a peu de substance et pas beaucoup d'émotion. Il plaît à l'œil, mais sans toucher votre âme. Mussolini, lui, il n'était pas très content. Il croyait que le Romain était le héros du film. Il interdit le film en Italie. Le film fut interdit en Chine, et oui, le film fut interdit en Chine pour cause de propagande chrétienne attirant le peuple vers la superstition qu'on a eu tolérée dans ce présent siècle des Lumières révolutionnaires, d'après le décret. Pour un peu moins de 4 millions de productions, il a rapporté un peu plus de 9 millions. Mais finalement, les coûts de distribution, les 50% de royalties de la Classical Cinematograph Corporation de Erlanger laissèrent la MGM un peu plus de 3 millions, donc un déficit d'1 million environ. Une version sonorisée avec la musique originale, composée par William Axt et David Mendoza, avec des effets sonores bien sûr, fut sortie en 1931. Mais là, le film fut snobé, aussi éphémère que la pièce de théâtre. Il survécut seulement dans le souvenir de ceux qui avaient eu la chance de le voir. À la fin des années 50, un collectionneur, William Key Everson, ressortit une copie du film. Pour la première du film de Wyler, une sorte de première concurrente. La MGM alerta le FBI. L'affaire fut abandonnée fort heureusement. Page 667. Kevin Brownlow continue de décrire l'épopée du film au sein du studio. L'anxiété de la MGM pour supprimer l'original n'était pas due à une quelconque peur de la comparaison. Ils étaient peu nombreux, les employés de la compagnie qui avaient vu la version de 1925.
Il voulait tout simplement enlever une marchandise obsolète pour faire place à un produit nouveau. Clairement, ce que nous avons un petit peu aujourd'hui avec les remakes, faut dire. Il voulait également empêcher toute exploitation non autorisée. Everson avait une copie chez lui de 16 mm abîmée de la version sonore de 1931. C'est intéressant d'entendre ça. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on ne voulait pas de cinéphiles, parce qu'il y avait déjà des collectionneurs qui se souciaient du patrimoine et de l'archivage. Et ce sont des choses, que ce soit la cinéphilie ou le patrimoine, que les studios ne voulaient pas entendre à l'époque. Ils voulaient littéralement refaire leur film. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. En 1997, bien sûr, le film fut inscrit au National Film Registry pour être conservé dans la Bibliothèque nationale du Congrès, car il est culturellement, historiquement et esthétiquement important. Je vais terminer avec deux citations de Kevin Brownlow, qui nous a narré un petit peu ce qui s'est passé sur ce tournage épique. Page 666 et page 672. Selon la MGM, rien de tel n'a jamais été fait, rien de tel ne sera jamais fait, et rien de tel n'aurait jamais dû être fait. Et l'industrie du cinéma devrait être reconnaissante qu'il fut réalisé, car bien que Ben-Hur n'ait pas enrichi ses créateurs, il a certainement enrichi la technique du cinéma. C'est un grand film américain, au visuel impressionnant, c'est fort, mais à mon sens, trop forcé dans le jeu théâtral. Je n'en suis pas bien sûr habitué, donc c'est peut-être pour cela que je le reproche. Mais il fait vibrer bien sûr, pas de la même façon que la version de 59 m'a fait vibrer, mais il y a quelque chose de vraiment épique. Il apparaît aujourd'hui comme un peu désuet, dépassé comparé à la version suivante, notamment au fait que le film est muet, et qu'il faut parfois amplifier le jeu pour que le spectateur comprenne, et pourtant cette version apparaît comme très ambitieuse avec des reconstitutions impressionnantes de la figuration en grand nombre. Je lui mets un 16,5 sur 20. Je crois qu'au final, ça ne sert à rien de faire qui est mieux que l'autre, il ne s'agit pas de ça. Vous aurez une analyse de séquence où je ferai des comparaisons, mais c'est plus pour voir une évolution du style et une évolution aussi de la narration, de comment on a continué à narrer les choses de telle ou telle façon dans les versions suivantes. Je pense que c'est intéressant de faire aussi un tour d'horizon, de voir aussi les forces et faiblesses de chaque version, pour voir un petit peu ce qui a été corrigé entre-temps, ou ce qui est propre à une version par rapport à une autre. C'est un classique, clairement. J'ai fait plutôt un bon tour d'horizon, il y aurait encore des choses à dire, mais je pense que j'ai fait un très bon tour d'horizon. On en entend beaucoup parler, mais on ne prend pas le temps de le voir. Je vous invite donc à le faire. Je vous remercie, n'hésitez pas à poster des commentaires. Je vous remercie vraiment beaucoup pour le retour, pour les commentaires, pour votre soutien. Merci énormément. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!